Dans cette vidéo, nous allons décortiquer des massacres familiaux qui sont toujours non résolus. Commençons par les meurtres de la famille Setagaya. Dans la nuit du 30 décembre 2000, dans un quartier tranquille de Tokyo, un tueur inconnu a assassiné une famille de 4 personnes, puis est resté chez eux pendant des heures, mangeant leur nourriture et utilisant leur ordinateur. Bien qu'ayant laissé derrière elle une quantité énorme de preuves, y compris de l'ADN, des empreintes digitales et des effets personnels, cette personne n'a jamais été identifiée. Cette affaire est devenue l'une des plus grandes enquêtes criminelles de l'histoire du Japon, impliquant plus de 247 000 enquêteurs qui ont recueilli plus de 12 aperçus contextuels. La famille Miyazawa vivait à Setagaya, un quartier résidentiel de la banlieue ouest de Tokyo. Mikio Miyazawa, 44 ans, travaillait pour Interbrand, une société de marketing basée à Londres et présente dans plus de 20 pays. L'entreprise avait travaillé sur de grandes campagnes de marketing pour des sociétés majeures comme Microsoft, Nissan et Xerox. Son épouse, Yasuko, 41 ans, travaillait comme tutrice, enseignant aux élèves depuis leur domicile. Ils avaient 2 enfants, Nina, leur fille de 8 ans en CE2, et Rei, leur fils de 6 ans en maternelle. Rei souffrait d'un trouble du développement, ce qui rendait sa mère particulièrement soucieuse de tout changement futur, à sa routine et à son environnement. Leur quartier, dans la région de Kamizo-Shigaya, subissait d'importants changements. Lorsque la famille a emménagé là-bas en 1990, plus de 200 familles vivaient dans la région, ce qui en faisait un quartier résidentiel animé. Mais en 2000, la ville de Tokyo avait des projets d'agrandissement du parc Soshigaya, situé à proximité. La plupart des familles avaient déjà vendu leurs propriétés à la ville et déménagé. En décembre 2000, seules 4 maisons subsistaient dans ce qui avait autrefois été un quartier prospère. La maison des Miyazawa était l'une d'entre elles. La maison elle-même était d'une construction inhabituelle. De l'extérieur, cela ressemblait à un seul bâtiment, mais il s'agissait en fait de 2 maisons distinctes reliées, fonctionnant essentiellement comme un duplex ou une propriété jumelée. La mère de Yasuko, Haruko, et la sœur de Yasuko, Anne, vivaient dans la maison attenante d'à côté. Anne avait passé 8 ans en Angleterre avec son fils et n'était revenue à Setagaya qu'au printemps 2000. Les 2 maisons partageaient un mur mais n'avaient pas de porte communicante entre elles. Cette proximité avait en fait mis Mikio mal à l'aise. Il craignait que cela ne crée des problèmes familiaux à l'avenir et avait même proposé d'insonoriser les 2 logements. Anne avait accepté l'idée. Derrière la maison Miyazawa se trouvait une petite aire de jeu appelée le parc du train Chuchu, où de jeunes enfants jouaient pendant la journée. Au-delà s'étendait le plus grand parc Soshigaya. Le parc était devenu une source de tension pour la famille ces derniers mois. La famille avait déjà prévu de déménager. Ils avaient vendu leur propriété à la ville et avaient l'intention de déménager le printemps suivant. En mars 2001, les 2 familles, à l'instar de leurs anciens voisins, prévoyaient de quitter Kami Soshigaya à terme. Mais Yasuko avait des inquiétudes concernant le déménagement, en particulier pour leur plus jeune fils, Rei, qui souffrait d'un trouble du développement. Elle s'inquiétait de la façon dont il s'adapterait à un nouvel environnement et à une nouvelle école. Au final, ils n'ont jamais eu la chance de déménager. Dans les semaines précédant les meurtres, des choses étranges et troublantes s'étaient produites dans le quartier. Des témoins ont rapporté avoir vu Michio avoir des altercations houleuses avec des adolescents qui fréquentaient le skatepark voisin. Les skateurs faisaient apparemment du bruit qui dérangeait la famille, et Michio les avait affrontés à plusieurs reprises, exigeant qu'ils respectent la tranquillité de la famille. D'autres témoins ont affirmé que Michio s'était également disputé avec des membres d'un gang de motards local appelé les Bozozoku, qui traînaient aussi dans le parc. De plus, pendant les mois d'été et d'automne, des actes de cruauté envers les animaux ont été signalés dans le quartier. Des rats avaient été tués et des chats errants retrouvés torturés et mutilés. Ces incidents avaient créé un climat de malaise dans la région. Yasuko avait mentionné à son beau-père, environ une semaine avant les meurtres, qu'une voiture inconnue se garait à plusieurs reprises devant leur maison. Même si un parking était disponible ailleurs à proximité, le véhicule restait là pendant de longues périodes, et cela s'était produit plusieurs fois, causant une certaine inquiétude à la famille. Développé. Le 30-12-2000 était un samedi. La veille du réveillon du Nouvel An. Au Japon, les fêtes du Nouvel An sont l'une des périodes les plus importantes de l'année, un moment où les familles se réunissent pour célébrer. C'est un événement encore plus important que Noël dans la culture japonaise. La famille Miyazawa a passé ce qui allait être le dernier jour de leur vie à faire des choses ordinaires, se préparant pour les vacances, comme des millions d'autres familles japonaises. Vers 18 h, des témoins ont vu la famille faire des courses près de la gare de Seijogakuenmai, à moins d'1 kilomètre de leur domicile. C'était probablement des achats de dernière minute pour les célébrations du Nouvel An.
À 18h30, les voisins ont remarqué que leur voiture n'était pas dans l'allée, ce qui suggérait qu'ils étaient encore en train de faire des courses. La famille est rentrée chez elle quelque temps après, transportant toutes les provisions qu'elle avait achetées. À 7 heures, Yasuko a appelé sa mère, qui habite à côté, probablement juste pour prendre des nouvelles ou faire des projets pour les fêtes à venir. Les deux familles vivaient si près l'une de l'autre qu'elles purent facilement coordonner leur célébration du réveillon du Nouvel An plus tard dans la soirée. La jeune Naina a rendu visite à sa grand-mère et a utilisé l'ordinateur de celle-ci pour regarder une émission de télévision enregistrée. L'horodatage indiquait qu'elle était là jusqu'à 21h38, après quoi elle est rentrée chez elle, probablement pour se préparer à aller se coucher. La soirée se poursuivit paisiblement au sein du foyer Miyazawa. Michio travaillait sur l'ordinateur familial au premier étage, terminant des tâches liées au travail. Même si c'était la période des fêtes, il avait apparemment des affaires à régler. Yasuko et Nina sont montés au grenier du troisième étage pour regarder la télévision ensemble. Rei, 6 ans, dormait paisiblement dans son lit superposé, dans sa chambre au deuxième étage. La maison était calme et la famille se préparait à dormir, complètement inconsciente de l'horreur qui allait se dérouler. Vers 22h38 et 22h45, l'ordinateur familial a reçu un courriel qui nécessitait un mot de passe pour être ouvert. Ce détail apparemment insignifiant aiderait plus tard les enquêteurs à établir une chronologie des événements. Vers 22h ce soir-là, un passant marchant près de la maison a déclaré avoir entendu des bruits de dispute provenant de l'intérieur de la maison Miyazawa. À 11h et à 15h30, la mère de Yasuko, Haruko, qui vivait dans la maison attenante, a entendu un grand bruit venant du côté Miyazawa du bâtiment. Ces sons seraient plus tard compris comme le début de la tragédie. À l'insu de la famille, quelqu'un était déjà entré dans leur propriété. Le tueur avait escaladé la clôture à l'arrière de leur maison, probablement en utilisant l'unité de climatisation fixée au mur pour se hisser. Il a retiré le moustiquaire d'une petite fenêtre de salle de bain au deuxième étage et s'est faufilé par l'ouverture. Cette salle de bain était située à l'arrière de la maison, juste à côté du parc de Soshigaya, ce qui en faisait un point d'entrée isolé où il était peu probable qu'il soit vu par les voisins ou les passants. Certains enquêteurs se demanderont plus tard si le tueur est vraiment entré par là, car ses vêtements ne montraient aucun signe d'abrasion ou d'usure et aucune fibre n'a été laissée sur la fenêtre. Mais cela restait l'explication la plus probable. L'intrus était venu préparé à la violence. Il portait sur lui un couteau à sashimi, une longue lame fine généralement utilisée pour découper le poisson, qu'il avait acheté plus tôt dans une quincaillerie. Il a également apporté une sacoche de hanches contenant divers articles. Portait des vêtements spécifiques, dont un maillot de baseball distinctif, des gants, un chapeau et une écharpe. Ses pieds étaient chaussés de chaussures de course blanches, Slazenger fabriquées en Corée du Sud, taille 11, qui n'était pas du tout vendu au Japon. Tout dans son apparence suggérait quelqu'un qui avait planifié cette visite, bien que ce qu'il avait exactement planifié restait un mystère. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. L'événement principal, la première cible du tueur, était Rei, 6 ans. Le garçon dormait dans sa chambre au deuxième étage. Allongé paisiblement dans l'espace des lits superposés, le tueur a étranglé l'enfant à mort à main nue. Rei est mort paisiblement dans son sommeil, sans faire assez de bruit pour alerter le reste de la famille en bas. L'enfant a été tué par asphyxie sans qu'aucune arme ne soit nécessaire. Ce fut une mort silencieuse et terrible. Mais quelque chose a mal tourné dans le plan du tueur. Michio, qui travaillait en bas sur l'ordinateur au premier étage, a apparemment entendu un bruit suspect. C'était peut-être le bruit de la lutte, ou simplement un craquement inhabituel dans la maison. Il arrêta ce qu'il faisait et monta les escaliers pour voir ce qui se passait au deuxième étage. Lorsqu'il atteignit le palier, il se retrouva face à face avec l'intrus. Une violente bagarre a éclaté entre les deux hommes. Michio s'est battu désespérément pour protéger sa famille. Bien qu'il fût désarmé face à un homme armé d'un couteau, il réussit à blesser le tueur pendant leur lutte, lui infligeant des plaies qui laisseraient des traces de sang dans toute la maison et des preuves cruciales. Mais le tueur avait son couteau à sashimi. Il a poignardé Mikio à plusieurs reprises avec une telle force que la lame s'est brisée. Pendant l'attaque, une partie de la lame du couteau s'est brisée et est restée logée dans le crâne de Michio. Malgré ses blessures et malgré le fait qu'il se soit battu de toutes ses forces, le corps de Michio a finalement été retrouvé au bas de l'escalier, ce qui suggère que le combat s'est déplacé alors qu'il tentait de se défendre, lui et sa famille. Le tueur s'est ensuite dirigé vers le loft au troisième étage, où Yasuko et Nina regardaient la télévision. Avec son couteau à sashimi, maintenant brisé par la violence de l'attaque contre Michio, il les attaqua avec la lame endommagée. Mais ce n'était pas suffisant pour les tuer rapidement. Le tueur a saisi un couteau Santoku, un couteau de cuisine polyvalent, dans la cuisine même de la famille, et l'a utilisé pour achever les meurtres. La brutalité de leurs blessures était extrême et sauvage.
Yasuko a été poignardé si violemment à la poitrine et à la tête que ses os étaient visibles à travers les plaies. L'agression de la mère et de la fille a montré une violence nettement plus importante que celle infligée à Michio, ce qui a amené certains enquêteurs à soupçonner que le tueur nourrissait une haine particulière envers les femmes. Les 4 membres de la famille Miyazawa étaient désormais morts. Il était environ 11 heures le 30 décembre à 15h30 et juste après minuit. Aux premières heures du 31 décembre 2020, le tueur avait assassiné une famille entière dans leur propre maison. Mais incroyablement, au lieu de fuir les lieux immédiatement, comme la plupart des criminels l'auraient fait, il est resté. Ce qui s'est passé ensuite allait devenir l'un des aspects les plus étranges et troublants de cette affaire. Le tueur est resté dans la maison pendant des heures, entre 2 et 10 heures selon les estimations de la police. Il est allé aux toilettes, mais n'a pas tiré la chasse, laissant ses excréments derrière lui. Pour preuve, il a soigné ses propres blessures, qu'il avait subies lors de son combat avec Michio, à l'aide de fournitures de premiers secours et de produits sanitaires qu'il a trouvés dans la maison. Il a laissé des bandages imbibés de sang et des produits d'hygiène féminine éparpillés. Il quitta ses vêtements, couverts du sang de la famille, et enfila des vêtements de Mikio, laissant les siens soigneusement pliés derrière lui. Puis il est descendu et s'est servi dans la nourriture de la famille. Il a ouvert le réfrigérateur et a mangé 4 petits pots de glace. Il a bu plusieurs bouteilles de thé d'orge. Il a même mangé du melon. Il s'est assis à l'ordinateur de Michio et s'est connecté à Internet à 1h18 du matin, naviguant pendant environ 5 minutes jusqu'à 1h23 du matin. Selon certaines informations, il aurait même tenté de réserver des billets de théâtre en ligne, bien que cela n'ait pu être confirmé. Certains rapports suggèrent qu'il aurait même fait une sieste sur le canapé du salon, bien que l'animateur du podcast, Nicolas Aubregan, qui a minutieusement enquêté sur l'affaire, ait noté qu'il n'y avait aucun moyen de confirmer si le tueur l'avait réellement fait. Le tueur a fouillé la maison, examinant tiroirs et papiers méthodiquement. Il a jeté des documents dans la baignoire et les toilettes. De l'argent a été dérobé de la maison, bien que les enquêteurs aient découvert qu'il restait bien plus d'argent qu'il n'en avait été volé. Environ 250 000 yens, soit un peu moins de 2000 $, ont été trouvés sur les lieux. Le comportement suggérait que ce n'était pas un simple vol. Le tueur semblait chercher quelque chose de précis, ou peut-être simplement passer le temps d'une manière étrangement désinvolte, comme si la maison et son contenu lui appartenaient. Quelque temps avant l'aube du 31 décembre, le tueur a finalement quitté la maison. Il sortit dans l'obscurité du petit matin, laissant derrière lui une quantité extraordinaire de preuves. Il a laissé le couteau à sashimi qu'il avait apporté. Il a laissé tous ses vêtements. La chemise de baseball distinctive blanche et violette, trempée de sang, la veste noire Uniqlo, le bob en tricot gris, les gants noirs Edwin, l'écharpe multicolore et le sac banane. Il a laissé 2 mouchoirs noirs fabriqués par la marque Muji. Un mouchoir présentait une entaille de 3 cm au milieu et avait été enroulé autour d'un des couteaux. Les informateurs de la police ont noté que cette technique d'emballage était similaire aux méthodes utilisées par les travailleurs chinois dans les usines de transformation du poisson pour empêcher les couteaux de glisser. L'autre mouchoir avait été plié en triangle avec les extrémités serrées, peut-être utilisé comme masque facial. Il a laissé ses empreintes digitales sur plusieurs surfaces dans toute la maison. Il a laissé son ADN dans le sang, dans les excréments, dans la salive et sur les objets qu'il a touchés. Il a laissé des empreintes de pas montrant le motif distinctif de ses chaussures dans toute la maison. Il avait laissé derrière lui plus de preuves que la plupart des criminels ne pouvaient l'imaginer, créant ce qui aurait dû être le cas de rêve d'un enquêteur, puis avait simplement disparu dans l'obscurité du petit matin, sans jamais être identifié. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine vidéo. Au lendemain immédiat, le 31 décembre, Haruko, la mère de Yasuko, a tenté d'appeler plusieurs fois la maison de sa fille. Le téléphone sonna, mais personne ne répondit, ce qui était inhabituel pour un matin de fête. Elle a essayé le système d'interphone à la porte d'entrée. Toujours pas de réponse. De plus en plus inquiète, elle utilisa une clé de secours qu'elle gardait pour ouvrir la porte d'entrée vers 10 heures. La scène qui l'accueillit était d'une horreur inimaginable. Elle a trouvé le corps de Michio en premier, gisant au bas de l'escalier, couvert de sang. Traversant la maison en état de choc, elle découvrit les corps de Yasuko et Nina dans le grenier au 3e étage et le jeune Rei dans sa chambre. La femme âgée venait de découvrir sa fille, son gendre et ses 2 petits-enfants assassinés chez eux. Le traumatisme de cette découverte la marquerait pour le restant de ses jours. Le département de la police métropolitaine de Tokyo a réagi immédiatement. Des agents et des enquêteurs ont afflué sur les lieux. Le commissaire Takeshi Tsuchida du commissariat de Seijo a été désigné responsable de l'enquête, poste qu'il occupera jusqu'à sa retraite. Ce qu'ils ont trouvé sur la scène de crime a étonné même les enquêteurs expérimentés. Le volume de preuves laissé derrière lui était sans précédent dans l'histoire criminelle japonaise. Ils ont découvert l'ADN et les empreintes digitales du tueur dans toute la maison.
Ils ont trouvé ses vêtements, ses accessoires, tout ce qu'il portait, sauf ses chaussures. Ils ont trouvé les armes du crime. Ils ont trouvé ses preuves biologiques dans la salle de bain sur des serviettes et des produits sanitaires qu'il avait utilisés pour soigner ses blessures. Ils ont trouvé des empreintes de pas qui montraient ses mouvements exacts dans la maison. La police a rapidement déterminé plusieurs faits essentiels concernant le tueur. Les preuves sanguines ont montré qu'il était un homme avec du sang de type A. Il mesurait environ 1670 cm, soit 1,07 m. Et était de corpulence mince. Compte tenu des exigences physiques pour entrer dans la maison par la petite fenêtre de la salle de bain et commettre les meurtres, ils ont estimé qu'il avait entre 15 et 35 ans au moment du crime. Ils ont ensuite révisé cette estimation, suggérant qu'il aurait pu avoir entre 15 et 22 ans, voire même être un adolescent. L'analyse ADN a révélé quelque chose d'inattendu et de crucial. Le tueur semblait être d'ascendance mixte. Son ADN maternel suggérait que sa mère avait un héritage européen, peut-être d'un pays près de la Méditerranée ou de la mer Adriatique. Certains rapports suggéraient même une possible ascendance albanaise. Son ADN paternel a révélé une ascendance asiatique, avec des marqueurs génétiques présents chez un Coréen sur 4 ou 5, un Chinois sur 10 et un Japonais sur 13. Cela suggérait que le tueur pouvait être d'ascendance mixte, peut-être un parent asiatique et un parent européen, ou un héritage remontant à plusieurs générations. Les vêtements laissés sur place ont fourni des indices importants et précis. Le maillot de baseball, avec son corps blanc et ses manches violettes, était un article rare, seulement 30 exemplaires vendus dans tout le Japon. La police n'a pu retrouver que 12 des personnes qui les avaient achetés. La veste était une Uniqlo noire, taille L, vendue à partir de septembre 2000. Entre octobre 2000 et le jour du meurtre, un total de 82 000 vestes de ce type ont été vendues dans tout le pays, dont 10 900 rien qu'à Tokyo. Son prix se situait entre 3 900 et 5 900 yens. Le sac banane était particulièrement intéressant. Il a été fabriqué à Osaka, avec 850 sacs de ce type produit. Ils ont été vendus pour 900 yens dans les magasins discount de la région du Kanto de septembre 1995 à janvier 1000. Le sac semblait usé, ce qui suggérait qu'il avait pu être utilisé pendant une longue période. À l'intérieur du sac, les enquêteurs ont trouvé des traces de sable, indiquant que le tueur a passé beaucoup de temps à l'extérieur. Il y avait aussi des traces de colorants fluorescents couramment utilisés dans les productions scéniques et de matériaux de bande antidérapante de skateboard. 2 mèches de cheveux noirs ont été trouvées à l'intérieur et pourraient appartenir au tueur. L'un était noir et 5 cm de long. L'autre était brun noirâtre et 5 mm de long. Les deux semblaient avoir été coupés avec une tondeuse à cheveux. Le sac sentait aussi le dracar noir, une eau de Cologne française vendue au Japon depuis 1904. Un élément de preuve en particulier a fasciné les enquêteurs. Dans la poche de la veste, ils ont trouvé des traces d'excréments d'oiseaux plus petits que des moineaux, des feuilles de zelkova du Japon, des feuilles de saule et du pollen de grenade. La veste contenait également du sable de la côte de la péninsule de Miura, près de la ville de Yokosuka, et des particules de terre qui entouraient la capitale de la Corée du Sud, Séoul. Ces indices botaniques et géologiques suggéraient l'endroit où le tueur aurait pu se trouver avant d'arriver à la maison, indiquant peut-être qu'il venait récemment de Corée du Sud. Les chaussures de course blanches qu'il portait ont laissé des empreintes claires sur toute la scène de crime. Ces chaussures de marque Slazenger ont été fabriquées en Corée du Sud et étaient de taille 11 nettement plus grande que ce qui était généralement vendu dans les magasins japonais. Le motif des empreintes de pas était particulièrement remarquable dans les escaliers. Les empreintes ont changé de position à mi-hauteur, passant du côté du mur à celui de la main courante. Certains experts ont noté que ce schéma inhabituel était cohérent avec l'entraînement militaire, où les soldats apprennent des techniques spécifiques pour se déplacer silencieusement et efficacement. Des analyses médico-légales supplémentaires ont révélé davantage d'informations sur le tueur. Les analyses sanguines ont montré qu'il n'avait pris aucune drogue et qu'il était non-fumeur au moment du crime. Le fait que les documents du bureau de Mikio aient été écrits en kanji, l'un des systèmes d'écriture les plus complexes du Japon, et que le tueur ait consulté ces documents suggérait qu'il savait lire les kanji. Cela indiquait qu'il avait probablement été élevé au Japon, où il avait passé beaucoup de temps, car les kanji sont enseignés dès le plus jeune âge dans les écoles japonaises. Répercussions à long terme, l'enquête sur les meurtres de Setagaya est devenue la plus grande de l'histoire du Japon. Plus de 246 000 enquêteurs ont travaillé sur l'affaire au fil des ans, ce qui en fait l'une des enquêtes criminelles les plus gourmandes en ressources jamais menées au Japon. Ils ont recueilli plus de 12 500 éléments de preuve. Ils ont effectué plus de 5 millions de contrôles d'empreintes digitales et 300 000 tests ADN. Malgré tous ces efforts, toutes ces preuves et toutes ces ressources, personne n'a jamais été arrêté pour ces meurtres.
La police a comparé l'ADN avec des bases de données au Japon, en Corée du Sud, en Chine, et a même contacté des agences internationales via Interpol. Aucun résultat n'a été trouvé dans le monde entier. Ils ont comparé les empreintes digitales à celles de millions de personnes, y compris des voisins, des criminels de tout type, la famille, des amis, d'anciens résidents de la région, et même des patients hospitalisés avec des blessures aux mains. Toujours aucune correspondance. Le tueur n'avait soit aucun casier judiciaire nulle part dans le monde, soit n'avait jamais été fiché pour une raison officielle. En avril 2001, 4 mois après les meurtres, quelqu'un a placé une petite statue bouddhiste près de la maison des Miyazawa, à moins d'1 kilomètre de là, le long d'un lit de ruisseau. La statue était un Jizo, une divinité bouddhiste censée protéger les enfants qui meurent avant leurs parents, les gardant à l'abri des démons alors qu'ils montent vers le monde des esprits. La statue mesurait environ 60 cm de haut, et portait le numéro 6 gravé à la fois sur sa base et sur le dessus de son piédestal. La police a distribué plus de 30 000 prospectus avec une photo de la statue, cherchant à savoir si le tueur l'avait laissé en signe de remords ou de culpabilité. Cependant, ils n'ont jamais pu établir de lien définitif avec le crime, et le mystère de qui l'a placé là reste entier. Les théories sur l'identité du tueur se sont multipliées au fil des ans. Certains pensaient qu'il était l'un des squatteurs avec qui Michio s'était disputé, cherchant à se venger d'avoir été confronté au sujet du bruit. Les vêtements du tueur, en particulier les marques et le style, étaient populaires parmi les jeunes squatteurs à l'époque. D'autres ont émis l'hypothèse qu'il était lié au crime organisé, peut-être engagé pour intimider ou nuire à la famille à propos de la vente de la propriété. Mais la violence a dépassé ce qui était prévu. Certains enquêteurs ont examiné la possibilité d'un lien avec les bases militaires américaines voisines. Il y a environ 50 000 U, le personnel militaire américain stationné au Japon, et les résultats ADN d'ascendance mixte du tueur combiné au sable dans sa sacoche de hanche, similaire à celui trouvé près de la base aérienne d'Edwards au Nevada, ont soulevé des questions. Cependant, cette théorie n'a jamais été prouvée et de nombreux experts l'ont rejetée comme une simple spéculation. Une autre théorie importante suggérait que le tueur pouvait être originaire de Corée du Sud ou y avoir de fortes connexions. Les chaussures ont été fabriquées en Corée du Sud. Les particules de sol correspondaient à des zones autour de Séoul. Les vêtements avaient été lavés avec de l'eau dure riche en minéraux, un type d'eau de nettoyage courant en Corée du Sud mais rare au Japon. En 2015, l'auteur japonais de True Crime, Fumiya Ichihashi, a publié un livre affirmant avoir découvert l'identité du tueur, nommant son principal suspect R, et affirmant qu'il avait autrefois servi dans l'armée sud-coréenne. Cependant, aucune arrestation n'a jamais été effectuée sur la base de cette théorie. Une autre théorie suggérait que le tueur aurait pu être un jeune, peut-être même un adolescent, obsédé par la famille pour des raisons inconnues. Le comportement étrange de rester dans la maison, de manger leur nourriture, d'utiliser leur ordinateur, et même d'essayer de réserver des billets de théâtre suggérait quelqu'un qui ne pensait pas rationnellement ou qui voulait expérimenter ce que c'était d'être dans la maison de la famille. Dans l'après-midi du 31 décembre, 6 heures seulement après la découverte des corps, un jeune homme a été admis dans un centre médical à la gare de Tobuniko, à quelques heures au nord de Setagaya. Cet homme, qui semblait avoir une trentaine d'années, a été admis sans donner son nom ni expliquer sa blessure. La blessure elle-même était une grave plaie à la main qui exposait l'os. Le personnel sur place a été surpris de voir avec quel calme l'homme a traité une blessure aussi grave. Il portait une doudoune noire avec un jeune, mesurait environ 1,75 m et est simplement parti après avoir été soigné. Certains se sont demandé si cela aurait pu être le tueur, mais le lien n'a jamais été prouvé et l'homme n'a jamais été identifié. L'affaire a eu un impact profond sur la société japonaise et son système juridique. Le Japon a l'un des taux d'homicide les plus bas au monde, et l'idée qu'un crime aussi brutal puisse se produire et rester impuni a ébranlé la confiance du public. De manière significative, ces meurtres sont devenus l'un des facteurs clés qui ont conduit le Japon à abolir son délai de prescription pour les meurtres en 2010. Auparavant, même si le tueur avait été retrouvé après 25 ans, il n'aurait pas pu être poursuivi. Désormais, il n'y a plus de limite de temps, ce qui signifie que le tueur peut être inculpé dès qu'il est retrouvé. Peu importe le temps écoulé, les membres survivants de la famille Miyazawa étaient dévastés au-delà de toute mesure. La sœur de Yasuko, Anne, et leur mère âgée, Haruko, durent vivre avec la connaissance que leur famille avait été assassinée dans la maison juste à côté, séparée seulement par un mur mitoyen. Haruko, qui a découvert les corps, a vécu avec ce traumatisme jusqu'à sa mort. La mère de Michio, Setsuko, est devenue une ardente défenseuse de la médiatisation de l'affaire, s'entretenant avec des journalistes et soutenant les efforts pour retrouver le tueur. Elle est restée déterminée à obtenir justice pour son fils et ses petits-enfants. La maison elle-même est restée debout pendant de nombreuses années, les enquêteurs continuant à l'examiner et à la préserver en tant que scène de crime.
En 2019, la police a annoncé son intention de le démolir en raison de problèmes de sécurité, la structure se détériorant et risquant de s'effondrer. La famille et leurs partisans ont fait appel de cette décision, souhaitant la conserver comme preuve potentielle. La maison est devenue un sinistre point de repère dans le quartier, la police y organisant des cérémonies commémoratives annuelles et poursuivant ses patrouilles régulières dans la zone. En décembre 2024, 35 officiers sont toujours affectés à temps plein à cette affaire, travaillant exclusivement à résoudre ces meurtres. Chaque année, à l'approche de l'anniversaire, la police distribue des prospectus à la gare de Seijogakuenme, près du domicile de la famille. Ils ont installé des mannequins vêtus de vêtements similaires à ceux portés par le tueur, espérant que quelqu'un reconnaîtra les articles ou se souviendra de quelque chose d'important de cette nuit-là. En 2013, ils ont utilisé la technologie d'impression tridimensionnelle pour créer des modèles détaillés des résidents de Miyazawa pour une enquête et une analyse continue. Une récompense de 20 millions de yens, soit environ 150 000 dollars américains, est offerte pour toute information menant à l'arrestation du tueur. Il s'agit de la plus grande récompense de l'histoire criminelle japonaise, ce qui reflète l'importance que les autorités accordent à la résolution de cette affaire. Toute personne ayant des informations est priée d'appeler le poste de police de Seijo au 0348 2016 dit. En 2022, un podcast intitulé Faceless a examiné l'affaire avec une profondeur inédite, l'animateur et auteur Nicolas Obregan menant des entretiens approfondis avec les figures clés. Il s'est entretenu avec l'ancien chef de la police Takeshi Tsuchida, qui a dirigé l'enquête, et avec Setsuko Miyazawa, la mère de Mikio et la grand-mère des enfants assassinés. Le podcast a soulevé d'importantes questions sur certaines théories admises et a attiré l'attention sur des incohérences et d'éventuelles erreurs dans l'enquête. Cela a ravivé l'intérêt du public et suscité de vives discussions sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là et pourquoi l'affaire reste non résolue. En 2024, l'Assemblée de l'arrondissement de Setagaya a adopté une motion demandant l'utilisation accrue des preuves ADN et la promotion de l'élargissement des bases de données ADN. En décembre 2024, le Sora no Kai, une organisation d'aide aux victimes que l'ancien chef de la police Tsuchida a rejointe en tant que conseiller spécial, a déposé une demande de création de nouvelles lois concernant la collecte et l'utilisation des preuves ADN. Ces efforts représentent des tentatives continues d'utiliser de nouvelles technologies et méthodes pour enfin identifier le tueur. Les meurtres de Setagaya représente une parfaite conjonction de tragédie et de mystère. Une famille menant une vie ordinaire, se préparant aux fêtes du Nouvel An, comme des millions d'autres, a été anéantie par un tueur inconnu qui a laissé derrière lui suffisamment de preuves pour remplir un entrepôt, mais étrangement pas assez pour l'identifier. L'affaire hante le Japon non seulement en raison de sa brutalité choquante, mais aussi à cause de la question fondamentale qu'elle soulève. Comment quelqu'un peut-il laisser autant de lui-même derrière lui? L'ADN, les empreintes digitales, les vêtements, les effets personnels, et il reste, un fantôme complet. L'enquête se poursuit à ce jour. La technologie progresse, les bases de données ADN se développent à l'échelle mondiale et de nouvelles techniques médico-légales sont constamment mises au point. Les enquêteurs gardent l'espoir qu'un jour, peut-être grâce à la recherche d'ADN familial, à la généalogie génétique ou à une autre avancée, ils identifieront enfin la personne qui a escaladé cette fenêtre de salle de bain le 30 décembre 2000. Jusqu'à présent, les meurtres de Setagaya restent l'une des affaires non résolues les plus déroutantes de l'histoire criminelle moderne. Un rappel brutal que même à l'ère de la criminalistique avancée et de la surveillance numérique, certains mystères demeurent obstinément et tragiquement non résolus. Les 4 membres de la famille Miyazawa n'ont jamais pu célébrer le nouvel an qu'ils attendaient. Ils n'ont jamais pu emménager dans leur nouvelle maison. Rei n'a jamais pu grandir et surmonter ses problèmes de développement. Nina n'a jamais pu terminer l'école primaire ni vivre son adolescence. Yasuko et Mikio n'ont jamais pu voir l'avenir de leurs enfants, n'ont jamais pu devenir grands-parents, n'ont jamais pu vieillir ensemble. Et leur assassin, qui qu'il soit, où qu'il soit, n'a jamais été tenu responsable d'avoir tout gâché. L'affaire reste ouverte, l'enquête se poursuit. Et quelque part, quelqu'un sait quelque chose qui pourrait enfin rendre justice à la famille Miyazawa. Le 30 décembre 2000, un tueur inconnu a assassiné toute la famille à Miyazawa, Mikio, Yasuko, Nina et Rei, dans leur maison de Tokyo. L'intrus est entré par la fenêtre de la salle de bain du premier étage, a étranglé le jeune Rei dans son sommeil, puis a poignardé à mort les 3 autres membres de la famille lorsque Michio l'a découvert. Bizarrement, le tueur est resté dans la maison pendant des heures après les meurtres, mangeant de la crème glacée, utilisant l'ordinateur et soignant ses propres blessures. Il a laissé derrière lui une quantité énorme de preuves. ADN, empreintes digitales, vêtements, armes du crime, et même ses excréments dans les toilettes. L'analyse ADN a révélé que le tueur était probablement métis, avec un père asiatique et une mère européenne, âgés d'environ 15 à 35 ans, mesurant approximativement 1,70 m, de corpulence mince et ayant un groupe sanguin
Malgré cette profusion de preuves, et plus de 246 000 enquêteurs travaillant sur l'affaire, aucune correspondance n'a jamais été trouvée dans aucune base de données. L'affaire demeure la plus grande enquête pour meurtre non résolu du Japon. Une récompense de 20 millions de yens est toujours offerte, et 35 officiers continuent d'y travailler à plein temps. 24 ans plus tard, l'identité du tueur reste l'un des mystères les plus déconcertants de l'histoire criminelle moderne. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine vidéo.